Bonjour à toutes et à tous. On va se faire peur aujourd'hui pour la bonne cause, mais se faire peur quand même, puisque le sujet qui nous réunit, c'est la cybersécurité. Les cyberattaques ne sont plus des scénarios de science-fiction. Tout le monde est concerné, que ce soit les TPE, les PME, les grands groupes et surtout les cabinets d'expertise comptable. C'est ce qu'on va voir. Il est donc urgent de se préparer avant de se défendre. Et c'est ce qu'on va voir avec Hervé Bégaud, qui est le président de la commission Data et Innovation du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Je vous salue Hervé. Bonjour, David. Et qui est accompagné de Constance Camilleri, qui est directrice prospective et performance au Conseil national de l'Ordre, qui fait donc partie de la Dream Team des permanents et que je salue avec beaucoup de plaisir. On est bien d'accord, Hervé, lorsqu'on parle de cybersécurité et de cyberattaque, on n'est pas sur un phénomène marginal, mais sur un véritable fléau. Malheureusement, non. Un véritable fléau, parce que je vais prendre un chiffre qui vient du club des experts sur le numérique, l'informatique et le numérique, qui nous donne un chiffre quand même alarmant. Une entreprise sur deux déclare avoir été victime de cyberattaque. Et je dis bien déclare parce que non seulement ce chiffre montre les entreprises qui ont déclaré cette situation de cyberattaque, mais elles disent en avoir subi les conséquences. Donc, quand on regarde plus largement, on a quand même une immense majorité des entreprises qui subissent des attaques et qui, parfois, ne déclarent pas. Donc là, on est sur des chiffres... Quel type de conséquences, précisément? Des conséquences assez dramatiques, c'est-à-dire que perte de chiffre d'affaires, conséquences où vous vous retrouvez bloqué, la production bloquée pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois. Et puis, quelque chose qui est quand même qu'on ne voit pas souvent, c'est l'image. La réputation. L'image et la réputation, absolument. Vous voyez bien, Gabi, confier vos données ou confier vos comptes à un cabinet qui a subi une cyberattaque, je pense que vous hésiterez. C'est pas très crédible. Voilà. Alors, on a compris, Constance, on est tous concernés par la cybercriminalité. En quoi les experts comptables le sont-ils plus que d'autres? C'est une bonne question. Ils le sont à double titre. D'abord pour leur cabinet et ensuite pour leurs clients parce qu'ils détiennent des données qui sont hyper valorisables par les cybercriminels avec les données sociales, les données fiscales, les données patrimoniales. Tout ça, ça a de la valeur et du coup, le cabinet est une cible privilégiée. Alors, on va voir ça dans le détail, mais avant d'aller plus loin, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il va falloir s'habituer à vivre avec ces cyberattaques? C'est exactement ça. Là, aujourd'hui, on fait face à une tendance qui est devenue structurelle. C'est un fait, c'est un fléau. C'est plus de la science-fiction, c'est ce que vous avez dit. Et on doit apprendre, du coup, à vivre avec, mais on doit aussi apprendre à réagir en conséquence. Et pour que ça soit vraiment efficace, une stratégie globalement, il faut vraiment que ça soit égal à la somme des vigilances de chacun. C'est-à-dire qu'on a tous un rôle à jouer, en fait, dans la prolifération ou non de ces cybermenaces. On passe aux chiffres du jour. Alors, ce chiffre du jour, vous l'avez vous-même choisi. Il va s'afficher sur notre écran. C'est 16%. Expliquez-nous. C'est un chiffre qui vient d'un rapport du Sénat qui vous dit la chose suivante. 16% des entreprises qui subissent une attaque disparaissent. Elles subissent une conséquence, mais elles disparaissent complètement. Elles ne disposent plus des outils nécessaires au fonctionnement de leur quotidien, de leur production, etc. Donc c'est dire à quel point il faut se protéger et un pare-feu ne suffit pas pour le faire. Hervé, on a constaté un phénomène que tout le monde a commenté avec la pandémie, c'est l'explosion du télétravail. J'imagine que ça aussi est venu s'ajouter, puisque quand on est chez soi, on a emporté avec soi le système d'information et là, on s'expose. Les cybercriminels ont trouvé cette brèche où effectivement le salarié dans son environnement personnel moins protégé, moins d'outils, devient une cible des cybercriminels et effectivement ça crée une vulnérabilité dans le fonctionnement de l'entreprise qui n'est plus du coup dans un environnement sécurisé. Et effectivement c'est un sujet
qui nous a alertés, parce qu'on vit un contexte quand même particulier, hein, au-delà du télétravail. Il y a aussi un contexte géopolitique qui fait que il y a une accentuation des phénomènes d'attaque. Donc le CNO reste très vigilant et on essaye d'alerter les confrères. Il y a une lettre d'ailleurs qui est partie à la profession pour alerter les confrères pour qu'ils soient de plus en plus vigilants parce que le contexte est vraiment Et comment faire pour alerter aussi les clients ? D'abord, c'est très important d'alerter les clients parce que c'est d'abord celles qui sont vulnérables, hein, parce que nous, on intervient beaucoup dans les TPE-PME, comme vous le savez, et elles sont souvent les plus vulnérables sur cette question. Donc, alerter les clients, on a proposé, avec le travail que fait Constance, une lettre type à adresser à nos clients, une lettre d'information pour alerter sur les risques que courent les clients qui ne se protègent pas ou ne mettent pas en place des dispositifs de défense sur la cybercriminalité. Et cette lettre type, on va en parler tout à l'heure, parce qu'elle reprend 5 règles d'or. Mais avant d'observer ces règles d'or, on va s'intéresser aux différentes formes que peut prendre cette cybercriminalité. Et on va parler de phishing et de smishing tout de suite. Alors, Hervé, on va commencer dans l'ordre. Le phishing ou le hameçonnage, hein, c'est ça en français, c'est une des attaques les plus fréquentes pour les entreprises, peut-être une des plus connues, mais précision, de quoi s'agit-il ? Effectivement, parce qu'une entreprise sur 2 en est victime. En gros, le principe est le suivant, hein, le cybercriminel vous fait croire que vous accédez à une information d'une source fiable. Ça peut être un mail, un email que vous recevez qui vous fait croire que c'est votre banquier qui vous écrit ou telle autorité reconnue, les impôts, etc. Donc le but est que vous accédez à ce mail, hein, croyant être dans un environnement sécurisé, et vous rentrez le plus souvent les données, mot de passe, identifiant, et puis que fait le criminel ? Récupère ces informations et du coup a le champ libre pour accéder à vos données et mener ces attaques. Comment est-ce qu'on peut se prémunir du phishing ? Alors pour moi, déjà, il y a 3 choses essentielles. C'est ne jamais se précipiter. Quand on reçoit un mail, on ne se précipite pas. Ensuite, on essaie de faire preuve un petit peu de bon sens parce qu'il faut faire gaffe aux mails qui sont un peu trop beaux pour être vrais et essayer de ne pas être naïf. Alors, je vais vous donner 2-3 exemples concrets. Ne cliquez jamais sur un mail où vous n'êtes pas certain de l'expéditeur. Vous pouvez par exemple regarder l'adresse d'envoi. Méfiez-vous des adresses exotiques, des adresses louches. Il y en a qui vont utiliser par exemple les messageries gratuites de type Hotmail ou Gmail. Il y a peu de chances que votre banque, l'institution ou une société utilise une boîte Gmail ou Hotmail pour vous envoyer un mail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de regarder le texte qui est adressé, mais il faut voir aussi l'adresse directement. Exactement. Et surtout, au moindre doute, ne cliquez pas. Ne cliquez pas sur les liens, sur les pièces jointes et ne transmettez surtout jamais d'infos confidentielles et encore moins de coordonnées bancaires. De la même manière, une banque ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires par mail. Un autre conseil ? Ou pas ? Non, je pense que c'est déjà pas mal. C'est le plus important. Alors, on a parlé de phishing, mais il y a aussi ce que j'ai appelé tout à l'heure le smishing, et je dois à la vérité de confesser que je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, le smishing, c'est une contraction entre SMS et phishing. Donc, c'est du phishing qui va être fait sur le mobile à l'aide des textos. Alors, je vous donne 2 exemples concrets. Moi, j'en ai reçu là ce week-end. Hein. J'en ai eu 2. J'en ai eu un qui me disait que j'avais une livraison en cours, alors que je n'avais pas de livraison. Et j'en ai eu un deuxième qui va vous parler, c'est les fameux CPF. On m'a dit, votre compte CPF est arrivé à expiration. Le compte de formation, alors je ne sais plus ce que ça veut dire CPF, mais ça c'est vachement utilisé. En général, c'est une arnaque. Et le problème, c'est que souvent, quand même, sur les portables, on est moins vigilant, on est moins précautionneux que sur les mails. On va plus vite, on l'utilise pour le perso, pour le pro. La frontière, elle est poreuse, donc c'est très difficile aussi de garder un esprit critique là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit jeter ces SMS ? La meilleure des précautions, c'est de ne rien faire si on reçoit un SMS douteux et surtout d'avoir conscience aussi que sur un portable, en fait, c'est un véritable ordinateur qui peut être très facilement attaqué. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Alors, je disais que vous aviez adressé à vos clients, en tout cas, vous avez donné la possibilité à tous vos confrères d'adresser à leurs clients une lettre type qui reprend des préconisations de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, la fameuse ANSSI. Et donc, on va s'intéresser à ça. On connaissait la règle de 3, là, il va falloir connaître la règle de 5.
Alors Constance, est-ce que vous pouvez nous résumer ces 5 fameuses mesures préventives incontournables pour aider les entreprises à renforcer leur niveau de sécurité? Oui, alors s'il y en avait que 5 à retenir, il s'agirait de celle-ci. La première, elle concerne l'authentification qui doit être renforcée. Ça veut dire que, par exemple, pour un administrateur, vous allez pouvoir mettre en place un dispositif d'authentification renforcé avec un mot de passe robuste de préférence qui sera doublé d'un code reçu par SMS. C'est ce qu'utilisent les banques, par exemple. La deuxième mesure, elle concerne la supervision de sécurité. Et aujourd'hui... Qu'est-ce que c'est que ça, la supervision de sécurité? Alors, la supervision de sécurité, c'est ce qui va vous permettre de surveiller le réseau, d'avoir des journaux, une centralisation des journaux d'anomalies. C'est tous les événements suspects, en fait, qui vont vous permettre de prévenir l'attaque. Par exemple, est-ce que vous avez regardé les données de connexion des comptes inactifs? Est-ce que vous avez vu des transferts massifs de données? En général, c'est fait avec votre prestataire informatique ou votre responsable qui est en charge de tout ça. Et c'est d'autant plus important, je vais passer un peu plus de temps dessus, parce que le temps de détection en cas d'attaque, il est crucial, en fait. Donc, il faut arriver à réduire les dégâts le plus vite possible. Le temps, c'est de l'argent, donc il faut aller vite. Donc, j'espère que... Accroître la supervision de sécurité, notamment les journaux d'anomalies. Troisième règle. Troisième règle, elle concerne les sauvegardes. Alors, il faut sauvegarder hors ligne ces données, mais ça veut dire qu'il faut s'assurer aussi qu'elle est bien déconnectée du système d'information, parce que si elle est connectée au système d'information, en cas d'attaque, il peut y avoir un chiffrement de toutes les données, donc c'est très grave. Ça veut dire qu'il faut avoir un compte sur le cloud, ou alors qu'il faut le mettre sur un disque dur externe? C'est très important de le déconnecter, quel que soit le moyen, il faut le déconnecter, et il faut surtout le tester, parce qu'on a beaucoup de cabinets qui nous font ces retours-là et qui nous disent c'est au moment de l'attaque qu'on s'est rendu compte que notre sauvegarde elle fonctionnait pas. Parce qu'avoir une sauvegarde c'est bien, mais s'assurer de son fonctionnement c'est quand même mieux. Et pour ça, il faut le restaurer, il faut faire des tests, s'assurer que ça marche. Il faut régulièrement s'arrêter, prendre le temps de faire une simulation. Imaginons que j'ai été attaqué, j'ai sauvegardé mes données. Est-ce que lorsque je les sollicite, ça fonctionne bien, elles reviennent? C'est ça, il faut prendre du temps pour ça. C'est s'assurer, double-cliquer dessus pour vérifier que ça s'ouvre, qu'on a bien toutes nos données, parce qu'en cas de demande de rançon, par exemple, on perd tout. Tout est chiffré. Quatrième règle, établir une liste priorisée des services numériques critiques de l'entité. Là, il va falloir préciser les choses. Alors, les données critiques, c'est tout ce qui est, on va dire, essentiel, indispensable à l'activité de l'entreprise. En fait, c'est tout ce qui doit être disponible à tout moment. Donc pour ça, on est dans l'urgence là, donc il faut prioriser l'action et il faut se dire quelles sont mes données qui sont prioritaires, que je dois protéger en fait en priorité. On a vraiment une approche par les risques là-dessus. Ça peut être aussi des données qui peuvent être convoitées par les cybercriminels. Par exemple, si vous avez des données R&D, si vous avez des données particulièrement valorisables et qui peuvent être intéressantes pour eux, il faut vraiment les protéger en priorité. Renforcer l'authentification sur les SI, accroître la supervision de sécurité, sauvegarder hors ligne les données et vérifier que ça fonctionne, établir une liste priorisée des services numériques critiques. Cinquième. Le cinquième, c'est il faut s'assurer qu'on a bien mis en place en interne un dispositif de gestion de crise. Ce dispositif de gestion de crise, il doit être adapté à une cyberattaque. Ça veut dire que, par exemple, l'entreprise, elle doit avoir prévu un plan pour fonctionner en mode dégradé. En mode dégradé, c'est comment je fonctionne quand j'ai pas d'accès, en fait. Si j'ai une attaque, si j'ai zéro accès, comment je fais pour fonctionner? Donc là, vous pouvez mettre en place un plan de continuité d'activité, un plan de reprise d'activité. Et le Conseil national aussi accompagne là-dessus. On a plein d'outils sur le site privé. Pardon de cette question, elle risque de vous surprendre l'un et l'autre, mais est-ce qu'on est en train de parler de sujets qui concernent les TPE? Comment les TPE peuvent-elles faire ce genre de choses? Il n'y a pas de service dédié au sein de la TPE. C'est pas simple quand même. C'est pas simple. C'est bien pour ça que l'institution, les experts comptables, on s'organise pour sensibiliser l'entreprise, la TPE-PME. Il y a cette formule bien connue, entre le clavier et la chaise, on a en gros la personne qui justement rend ces attaques possibles. Donc la vulnérabilité, elle est là, elle est sur l'humain. Et donc c'est pour cela que la commission que j'ai l'honneur de présider, avec l'aide de Constance, on a proposé des outils
Et on va voir ces outils, mais d'abord, il y a peut-être le minimum syndical à mettre en œuvre lorsqu'on est une toute petite structure pour au moins se préserver, parce qu'on est concerné aussi. Oui, alors vous parliez de la règle de 5, là pour le coup c'est la règle de 3. Il faut que l'entreprise et les plus petites d'entre elles, elles appliquent la sauvegarde, elles appliquent les mots de passe, c'est l'authentification, et les mises à jour. S'il y a vraiment 3 réflexes, 3 bons réflexes à avoir, 3 gestes, c'est cela. Et ça prend pas beaucoup de temps et c'est... Ça prend pas beaucoup de temps et c'est du bon sens. Vous parliez de bon sens tout à l'heure. Quand vous partez de chez vous, vous ne laissez pas la clé sur la porte. En matière numérique, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle la fameuse hygiène informatique, l'hygiène numérique. Alors, vous étiez en train de nous dire que les experts comptables se mobilisaient pour aider à la fois leurs confrères et aider leurs clients. C'est la suite de notre rendez-vous. Alors, Constance, la protection de tous face à ces risques passe évidemment par la sensibilisation des collaborateurs, des cabinets. C'est peut-être la première cible, elle est là. Exactement. Mais même au-delà de la formation et de la sensibilisation, il y a des moyens très simples aussi pour faire adhérer toutes les équipes. Vous pouvez faire des tests d'intrusion au système d'information. Vous pouvez faire des campagnes de phishing. Ça permet de tester la vigilance en cas de réception d'un email douteux. On l'a déjà testé. Ça, c'est vache, alors, vous êtes... Mais alors, il n'y a rien qui fonctionne mieux, parce que c'est le principe de la preuve par l'exemple, en fait. C'est un test grandeur nature, et ça permet vraiment de prendre véritablement conscience, parce qu'on va se rendre compte aussi, nous, en tant qu'individus, qu'on n'est peut-être pas capable de résister face à une attaque. Et aussi, ça permet d'inciter, et c'est ça qui est bien pour le cabinet, ça permet d'inciter à la mise en place de bonnes pratiques. Donc ça, on voit qu'effectivement, on peut aller jusqu'à tester comme ça les collaborateurs. On teste aussi les patrons des TPE. Ah bah oui. Il y a des entreprises qui existent qui embauchent des hackers pour tester la vulnérabilité des systèmes et qui effectivement jouent le rôle d'un hacker dans une situation normale. Et effectivement, en termes de sensibilisation et d'impact, c'est très très fort. Et on est tous concernés, c'est pas que les collaborateurs, c'est tous les hommes et femmes qui composent le cabinet. Tout le monde peut se faire avoir par ce genre de démarche. Malheureusement, vous étiez en train de nous dire que le premier rempart contre la cybersécurité, c'était les collaborateurs, contre la chaise et le clavier, il y avait Absolument. un individu. Et pour ça, le Conseil national de l'ordre s'est mobilisé. Mobilisation, d'abord pour informer, sensibiliser les confrères, ça on n'arrête jamais de le faire à chaque fois qu'on en a l'occasion, mais surtout on a créé un outil, un document avec 10 commandements qu'on a résumés, qu'on a essayé de formaliser pour donner les clés. Les principaux clés pour se préparer, s'organiser et surtout se prémunir sur les premiers risques que peut avoir notamment une TPE-PME. Et donc, ça peut aller de garder un esprit critique, ce que Constance a exprimé tout à l'heure, ce point de vigilance, attention, ne pas ouvrir un mail n'importe comment, ne surtout pas donner des informations sensibles quand on reçoit un mail. Aucun banquier ne vous demandera vos codes par email, voilà, des tas d'outils comme ça. Les 10 commandements qui sont donc à la disposition de tous. Est-ce qu'on peut considérer, je pose la question à l'une ou à l'autre, vous me répondez comme vous le sentez, est-ce qu'on peut considérer que la cybersécurité peut constituer une mission pour l'expert comptable? Est-ce que... Constance complétera, mais à 2 niveaux. D'abord, la première mission, c'est celle de conseiller, de sensibiliser nos clients. Bon, c'est le rôle naturel de l'expert comptable copilote, du dirigeant. Et puis la deuxième mission, mais ça suppose d'avoir un peu plus d'expertise, c'est d'accompagner à la protection du client. Et on a des outils, au moins pour faire ce premier niveau d'accompagnement. Il y a une kit mission qui est développée pour aider le confrère à s'armer et à pouvoir aider son client, moyennant, je l'espère, une rémunération. Voilà même, le travail mérite salaire. Ce kit mission, alors qu'est-ce qu'il faut en retenir? C'est vraiment un premier niveau d'évaluation, c'est exactement ça. C'est une sorte d'audit de la cybersécurité. Donc là, nous, on a proposé un kit mission dédié qui permet d'avoir une approche normée qui va pouvoir être adaptée, quelles que soient les revues de sécurité. Mais c'est quand même adapté pour des TPE qui n'ont pas
ou peu de dispositifs de sécurité. Nous, on propose une approche par les risques. Donc, on est vraiment sur l'approche par les risques à destination de petites structures, avec un état des lieux des principales zones de faiblesse. Donc, finalement, on va servir aussi, nous, l'expert comptable, en tant que hub. C'est-à-dire que si on détecte une zone de risque, on n'est pas informaticien, mais on va pouvoir mettre en relation avec quelqu'un qui va pouvoir les aider et les accompagner un peu plus, par exemple, sur les mots de passe, sur le plan de reprise d'activité ou autre. La cybersécurité, c'est 20% de technologie, 80% de management. Exactement. Alors, je trouve que ça résume assez bien. Il y a une citation aussi que j'aime bien de Bruce Schneier. Je ne le connaissais pas avant, mais je l'ai lu et elle m'a sauté aux yeux. C'est un expert en sécurité numérique et il dit « Si vous pensez que les technologies peuvent résoudre vos problèmes de sécurité, alors vous ne comprenez ni les technologies et vous ne comprenez ni les problèmes. » Et c'est exactement ça. Le problème, il est avant tout comportemental, il n'est pas technologique. Donc sensibiliser les collaborateurs, sensibiliser les patrons de TPE, PME et sensibiliser les confrères. On va résumer tout ça. Hervé, vous avez le mot de la fin. Oui, alors d'abord rappeler que l'expert comptable a une mission, d'accord, un rôle sociétal, un rôle citoyen. C'est un sujet, on l'a vu, très important, très impactant, et on a bien vu que les TPE étaient vulnérables. On est au quotidien avec elles, et donc c'est de s'outiller et de s'organiser d'abord pour le cabinet, sécuriser le cabinet. On a vu qu'en termes d'image, que c'était problématique pour un cabinet d'avoir ce genre d'impact. Et ensuite, d'essayer le plus possible d'accompagner les clients, au moins sur ce premier niveau qu'a décrit Constance. Donc oui, le mot de la fin, je dirais, allez-y, préparez-vous dès maintenant, puisque c'est un sujet sociétal et c'est un sujet d'importance. Mobilisez-vous, préparez-vous, utilisez tous les kits mis à disposition par le Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Je vous remercie tous les deux pour cette contribution. Vous pouvez regarder en replay cette émission, bien évidemment. Vous pouvez surtout vous adresser aux permanents de l'Ordre des experts comptables. Ils sont à votre disposition avec les élus pour vous informer et vous accompagner dans toutes ces démarches qui concernent la cybersécurité. Je vous souhaite une belle journée.